Consigne. Vous allez entendre 3 enregistrements, correspondant à 3 documents différents. Pour le premier et le deuxième document, vous avez - 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour répondre aux questions, une seconde écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Pour répondre aux questions, cochez X, la bonne réponse, ou écrivez l'information demandée. Exercice 1. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Salut Lucie! Alors, raconte. Comment s'est passé ton séjour? C'était super! Je suis restée 4 semaines à Boston dans une famille. Il y avait 2 enfants, de 14 et 11 ans. Je suis devenue très copine avec la fille de 14 ans. Elle s'appelle Joy. On parlait de tout, on s'entendait super bien. Vous parliez anglais? Tu comprenais tout? Oh, tu sais, au début ce n'était pas facile. Les 2 premiers jours, je ne comprenais rien du tout. Mais la famille était tellement sympa, on rigolait beaucoup. Et puis après quelques jours, tout était plus facile. Et tu as bien mangé là-bas? La cuisine est bonne? Délicieuse. En plus, comme il faisait très beau, on mangeait toujours dans le jardin, avec des amis ou des voisins. J'ai beaucoup parlé, tu sais. Tu as amélioré ton anglais alors? Oui, vraiment. Et aussi grâce à la télévision, parce qu'on regardait tous les soirs 2 ou 3 épisodes de mes séries préférées. C'est génial, j'ai tout vu avant vous. Ne me dis rien, je ne veux pas connaître la fin. Bien sûr. Et tes parents? Ils ne t'ont pas trop manqué? Mes parents? Non, pas du tout. C'est mon chien qui m'a manqué. Je ne suis jamais restée aussi longtemps sans lui. Seconde écoute. Salut Lucie! Alors, raconte. Comment s'est passé ton séjour? C'était super! Je suis restée 4 semaines à Boston dans une famille. Il y avait 2 enfants, de 14 et 11 ans. Je suis devenue très copine avec la fille de 14 ans. Elle s'appelle Joy. On parlait de tout, on s'entendait super bien. Vous parliez anglais? Tu comprenais tout? Oh, tu sais, au début ce n'était pas facile. Les 2 premiers jours, je ne comprenais rien du tout. Mais la famille était tellement sympa, on rigolait beaucoup. Et puis après quelques jours, tout était plus facile. Et tu as bien mangé là-bas? La cuisine est bonne? Délicieuse. En plus, comme il faisait très beau, on mangeait toujours dans le jardin, avec des amis ou des voisins. J'ai beaucoup parlé, tu sais. Tu as amélioré ton anglais alors? Oui, vraiment. Et aussi grâce à la télévision, parce qu'on regardait tous les soirs 2 ou 3 épisodes de mes séries préférées. C'est génial, j'ai tout vu avant vous. Ne me dis rien, je ne veux pas connaître la fin. Bien sûr. Et tes parents? Ils ne t'ont pas trop manqué? Mes parents? Non, pas du tout. C'est mon chien qui m'a manqué. Je ne suis jamais restée aussi longtemps sans lui.
Exercice 2. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Voyager, c'est bien, mais voyager responsable, c'est encore mieux. Mais au fait, qu'est-ce que c'est le tourisme responsable? Eh bien, le tourisme responsable ou solidaire, c'est tout simplement voyager tout en cherchant à préserver l'équilibre environnemental, culturel et économique du lieu qu'on a choisi de visiter. C'est une activité en plein développement, car aujourd'hui, on ne veut plus seulement profiter du pays ou du village qui nous accueille, mais on souhaite de plus en plus participer réellement à la vie de celui-ci. C'est une manière de découvrir un endroit en évitant les lieux touristiques et en respectant le milieu naturel. Alors comment ça marche? C'est très simple. On choisit la date, le lieu et le projet qui nous intéresse, on paye et on part. De nombreuses agences se sont spécialisées dans ce domaine et il suffit aujourd'hui de réserver son séjour comme des vacances ordinaires. Vous pourrez par exemple visiter le Costa Rica en participant au projet Sauvons les tortues, ou partir construire une école à Madagascar, ou même rester près de chez vous et rénover la mairie d'un petit village. L'objectif de ce type de voyage est d'être actif et non pas un touriste passif qui visite sans vraiment découvrir la vie et les habitudes locales. Trop souvent, le tourisme est une cause de dégradation de l'environnement ou de désorganisation d'une société traditionnelle, alors que le voyageur doit être à l'écoute, tolérant et s'adapter à la vie locale. Bien sûr, il ne s'agit pas de travailler, mais bien de participer, et les séjours sont aussi organisés de manière à se faire plaisir. Par exemple, le matin on plante des arbres pour repeupler une forêt, et l'après-midi chacun reste libre de visiter ce qu'il souhaite, ou de se reposer sur une plage. Ce tourisme, appelé responsable, durable ou écotourisme, permet donc de valoriser et de protéger les ressources naturelles tout en contribuant à la vie économique et culturelle. Seconde écoute. Voyager, c'est bien, mais voyager responsable, c'est encore mieux. Mais au fait, qu'est-ce que c'est le tourisme responsable? Eh bien, le tourisme responsable ou solidaire, c'est tout simplement voyager tout en cherchant à préserver l'équilibre environnemental, culturel et économique du lieu qu'on a choisi de visiter. C'est une activité en plein développement, car aujourd'hui, on ne veut plus seulement profiter du pays ou du village qui nous accueille, mais on souhaite de plus en plus participer réellement à la vie de celui-ci. C'est une manière de découvrir un endroit en évitant les lieux touristiques et en respectant le milieu naturel. Alors comment ça marche? C'est très simple. On choisit la date, le lieu et le projet qui nous intéresse, on paye et on part. De nombreuses agences se sont spécialisées dans ce domaine et il suffit aujourd'hui de réserver son séjour comme des vacances ordinaires. Vous pourrez par exemple visiter le Costa Rica en participant au projet Sauvons les tortues, ou partir construire une école à Madagascar, ou même rester près de chez vous et rénover la mairie d'un petit village. L'objectif de ce type de voyage est d'être actif et non pas un touriste passif qui visite sans vraiment découvrir la vie et les habitudes locales. Trop souvent, le tourisme est une cause de dégradation de l'environnement ou de désorganisation d'une société traditionnelle, alors que le voyageur doit être à l'écoute, tolérant et s'adapter à la vie locale. Bien sûr, il ne s'agit pas de travailler, mais bien de participer, et les séjours sont aussi organisés de manière à se faire plaisir. Par exemple, le matin on plante des arbres pour repeupler une forêt,
Et l'après-midi, chacun reste libre de visiter ce qu'il souhaite ou de se reposer sur une plage. Ce tourisme, appelé responsable, durable ou écotourisme, permet donc de valoriser et de protéger les ressources naturelles tout en contribuant à la vie économique et culturelle. Exercice 3. Vous avez 1 minute pour lire les questions ci-dessous. Puis, vous entendrez une première fois un document sonore. Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l'information demandée. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler d'école, mais dans un contexte un peu particulier avec Sophie Rousseau, qui est directrice de l'école de l'hôpital Ambroise Paré à Lyon, l'un des plus grands hôpitaux pour enfants et ados de France. Bonjour Sophie, et merci d'être avec nous. Alors dites-moi, on va à l'école même quand on est malade ? Bonjour. Oui, bien sûr. Qu'ils passent quelques jours ou plusieurs mois à l'hôpital, les enfants doivent continuer à suivre des cours. Alors, s'ils ne peuvent pas se déplacer, c'est l'école qui vient dans leur chambre. C'est important de garder ce lien avec les cours ? Oui, tout à fait. C'est extrêmement important pour les enfants. Le lien avec l'école, c'est le lien avec la société, avec le quotidien, avec la vie ordinaire en dehors de l'hôpital. Les enfants demandent souvent plus de devoirs. Ça leur permet d'être occupés, car, vous savez, c'est long, une journée dans une chambre d'hôpital. Mais qui sont les professeurs ? Il y a une équipe de 12 professeurs. 4 sont employés par l'hôpital et sont là toute la semaine, et les autres sont des bénévoles qui viennent environ 2 jours chacun par semaine. Ce sont des professeurs de l'éducation nationale qui ont moins d'heures de travail en échange de leur temps passé à l'hôpital. Et comment vous organisez les cours avec ces enfants qui ne sont pas en pleine forme ? Oh, vous savez, certains ne sont jamais fatigués même avec leurs traitements médicaux. Nous avons une classe et un emploi du temps régulier pour travailler les matières principales comme les maths ou le français, mais l'équipe médicale peut changer ses horaires pour un traitement ou un soin important. D'ailleurs, les cours commencent à 11 heures, ce qui laisse le temps aux infirmiers de faire leur travail avant. Pour les autres matières, on passe dans les chambres,
On essaye de réunir 2 ou 3 enfants, c'est moins ennuyeux pour eux. Et il y a des examens? Bien sûr. L'année dernière, 3 élèves ont eu leur baccalauréat. Ils étaient très fiers. Et nous aussi. Les 3 sont sortis de l'hôpital maintenant. Et ils ont pu commencer l'université sans perdre une année à cause de leur maladie. C'est très motivant. En effet. Bravo en tout cas. Merci Sophie et à bientôt. Seconde écoute. Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler d'école, mais dans un contexte un peu particulier avec Sophie Rousseau, qui est directrice de l'école de l'hôpital Ambroise Paré à Lyon, l'un des plus grands hôpitaux pour enfants et ados de France. Bonjour Sophie, et merci d'être avec nous. Alors dites-moi, on va à l'école même quand on est malade? Bonjour. Oui, bien sûr. Qu'ils passent quelques jours ou plusieurs mois à l'hôpital, les enfants doivent continuer à suivre des cours. Alors, s'ils ne peuvent pas se déplacer, c'est l'école qui vient dans leur chambre. C'est important de garder ce lien avec les cours? Oui, tout à fait. C'est extrêmement important pour les enfants. Le lien avec l'école, c'est le lien avec la société, avec le quotidien, avec la vie ordinaire en dehors de l'hôpital. Les enfants demandent souvent plus de devoirs. Ça leur permet d'être occupés, car, vous savez, c'est long, une journée dans une chambre d'hôpital. Mais qui sont les professeurs? Il y a une équipe de 12 professeurs. 4 sont employés par l'hôpital et sont là toute la semaine, et les autres sont des bénévoles qui viennent environ 2 jours chacun par semaine. Ce sont des professeurs de l'éducation nationale qui ont moins d'heures de travail en échange de leur temps passé à l'hôpital.
Et comment vous organisez les cours avec ces enfants qui ne sont pas en pleine forme? Oh, vous savez, certains ne sont jamais fatigués, même avec leurs traitements médicaux. Nous avons une classe et un emploi du temps régulier pour travailler les matières principales comme les maths ou le français. Mais l'équipe médicale peut changer ses horaires pour un traitement ou un soin important. D'ailleurs, les cours commencent à 11 heures, ce qui laisse le temps aux infirmiers de faire leur travail avant. Pour les autres matières, on passe dans les chambres, on essaye de réunir 2 ou 3 enfants, c'est moins ennuyeux pour eux. Et il y a des examens? Bien sûr. L'année dernière, 3 élèves ont eu leur baccalauréat. Ils étaient très fiers. Et nous aussi. Les 3 sont sortis de l'hôpital maintenant. Et ils ont pu commencer l'université sans perdre une année à cause de leur maladie. C'est très motivant. En effet. Bravo en tout cas. Merci Sophie et à bientôt. L'épreuve de compréhension orale est terminée. Transcription et réponse. Salut Lucie! Alors, raconte. Comment s'est passé ton séjour? C'était super. Je suis restée 4 semaines à Boston dans une famille. Il y avait 2 enfants, de 14 et 11 ans. Je suis devenue très copine avec la fille de 14 ans. Elle s'appelle Joy. On parlait de tout, on s'entendait super bien. Vous parliez anglais? Tu comprenais tout? Oh, tu sais, au début ce n'était pas facile. Les 2 premiers jours, je ne comprenais rien du tout. Mais la famille était tellement sympa, on rigolait beaucoup. Et puis après quelques jours, tout était plus facile. Et tu as bien mangé là-bas? La cuisine est bonne? Délicieuse. En plus, comme il faisait très beau, on mangeait toujours dans le jardin, avec des amis ou des voisins. J'ai beaucoup parlé, tu sais. Tu as amélioré ton anglais alors? Oui, vraiment. Et aussi grâce à la télévision, parce qu'on regardait tous les soirs 2 ou 3 épisodes de mes séries préférées. C'est génial, j'ai tout vu avant vous. Oh, ne me dis rien, je ne veux pas connaître la fin. Bien sûr. Et tes parents? Ils ne t'ont pas trop manqué? Mes parents? Non, pas du tout. C'est mon chien qui m'a manqué. Je ne suis jamais restée aussi longtemps sans lui. Voyager, c'est bien. Mais voyager responsable, c'est encore mieux. Mais au fait, qu'est-ce que c'est le tourisme responsable? Eh bien, le tourisme responsable ou solidaire, c'est tout simplement voyager tout en cherchant à préserver l'équilibre environnemental, culturel et économique du lieu qu'on a choisi de visiter. C'est une activité en plein développement, car aujourd'hui, on ne veut plus seulement profiter du pays ou du village qui nous accueille,
mais on souhaite de plus en plus participer réellement à la vie de celui-ci. C'est une manière de découvrir un endroit en évitant les lieux touristiques et en respectant le milieu naturel. Alors comment ça marche? C'est très simple. On choisit la date, le lieu et le projet qui nous intéresse, on paye et on part. De nombreuses agences se sont spécialisées dans ce domaine et il suffit aujourd'hui de réserver son séjour comme des vacances ordinaires. Vous pourrez par exemple visiter le Costa Rica en participant au projet Sauvons les tortues, ou partir construire une école à Madagascar, ou même rester près de chez vous et rénover la mairie d'un petit village. L'objectif de ce type de voyage est d'être actif et non pas un touriste passif qui visite sans vraiment découvrir la vie et les habitudes locales. Trop souvent, le tourisme est une cause de dégradation de l'environnement ou de désorganisation d'une société traditionnelle, alors que le voyageur doit être à l'écoute, tolérant et s'adapter à la vie locale. Bien sûr, il ne s'agit pas de travailler, mais bien de participer, et les séjours sont aussi organisés de manière à se faire plaisir. Par exemple, le matin on plante des arbres pour repeupler une forêt, et l'après-midi chacun reste libre de visiter ce qu'il souhaite ou de se reposer sur une plage. Ce tourisme, appelé responsable, durable ou écotourisme, permet donc de valoriser et de protéger les ressources naturelles tout en contribuant à la vie économique et culturelle. Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler d'école, mais dans un contexte un peu particulier avec Sophie Rousseau, qui est directrice de l'école de l'hôpital Ambroise Paré à Lyon, l'un des plus grands hôpitaux pour enfants et ados de France. Bonjour Sophie, et merci d'être avec nous. Alors dites-moi, on va à l'école même quand on est malade? Bonjour. Oui, bien sûr. Qu'ils passent quelques jours ou plusieurs mois à l'hôpital, les enfants doivent continuer à suivre des cours. Alors, s'ils ne peuvent pas se déplacer, c'est l'école qui vient dans leur chambre. C'est important de garder ce lien avec les cours? Oui, tout à fait. C'est extrêmement important pour les enfants. Le lien avec l'école, c'est le lien avec la société, avec le quotidien, avec la vie ordinaire en dehors de l'hôpital. Les enfants demandent souvent plus de devoirs. Ça leur permet d'être occupés, car, vous savez, c'est long, une journée dans une chambre d'hôpital. Mais qui sont les professeurs? Il y a une équipe de 12 professeurs. 4 sont employés par l'hôpital et sont là toute la semaine, et les autres sont des bénévoles qui viennent environ 2 jours chacun par semaine. Ce sont des professeurs de l'éducation nationale qui ont moins d'heures de travail en échange de leur temps passé à l'hôpital. Et comment vous organisez les cours avec ces enfants qui ne sont pas en pleine forme? Oh, vous savez, certains ne sont jamais fatigués même avec leurs traitements médicaux. Nous avons une classe et un emploi du temps régulier pour travailler les matières principales comme les maths ou le français, mais l'équipe médicale peut changer ses horaires pour un traitement ou un soin important. D'ailleurs, les cours commencent à 11 heures, ce qui laisse le temps aux infirmiers de faire leur travail avant. Pour les autres matières, on passe dans les chambres, on essaye de réunir 2 ou 3 enfants, c'est moins ennuyeux pour eux. Et il y a des examens? Bien sûr. L'année dernière, 3 élèves ont eu leur baccalauréat. Ils étaient très fiers. Et nous aussi. Les 3 sont sortis de l'hôpital maintenant. Et ils ont pu commencer l'université sans perdre une année à cause de leur maladie. C'est très motivant. En effet. Bravo en tout cas. Merci Sophie et à bientôt.